Mitrasig, qui est un logiciel donc, de cartographie acoustique en environnement extérieur. Et donc Mitra, pour reprendre un très rapide historique, Mitra a été développé, est une méthode de tir de rayon développée par CSTB depuis, on va dire, les années 80. Et donc là, Mitrasig, c'est la dernière version de Mitra, qui est basée donc sur le nouveau ruban Windows avec tous les onglets, et qui est aussi basé sur un système d'information géographique. Donc je vais y revenir plus tard. Et donc toujours Mitra, donc la méthode inverse de tir de rayon du CSTB. Donc la présentation, je vais la faire en deux temps. C'est que je vais déjà partir de quelque chose d'existant pour montrer un petit peu les cartes, les objets, comment est un projet à l'heure actuelle. Et après, en fonction de comment vous m'orientez, soit on repartira depuis rien, soit je créerai un petit scénario plus sur des sources industrielles. On fera évoluer la présentation en fonction des interventions, ou sinon, je me laisserai porter par l'imagination. Voilà. Donc, Mitrasig V5, les bases d'utilisation, c'est qu'on voulait faire un logiciel facile d'utilisation et tout en gardant la très bonne qualité des simulations qui avaient fait la réputation du Mitra historique. Donc, le logiciel, il est basé sur un système de calque qu'on voit sur la petite fenêtre à gauche qui est marquée donc la fenêtre de projet. Bon, là, je suis en anglais. Le logiciel est bien sûr en français aussi. Donc, on peut, par exemple, allumer ou éteindre des calques. Donc là, j'allume ou j'éteins une carte. Si je zoome, j'ai des bâtiments, des routes. Donc, exactement sur le même système, je peux, en cliquant dessus, sur le principe des layers AutoCAD, allumer ou éteindre des objets. Les différents onglets, pour y revenir vite fait, c'est à l'onglet donc principal qui va permettre de gérer des zooms, d'ajouter des calques, de mesurer des fonctions vraiment génériques. On a un deuxième onglet qui est plus sur les fonctions géométriques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va, dans le cadre de cartographie acoustique, devoir couper des buts, faire des talus, beaucoup travailler le terrain. Donc, il y a des fonctions de dessin, d'union d'objets. Donc, il y a beaucoup de fonctions géométriques. Ces fonctions s'activent en fonction du type d'objet qu'on a sélectionné. Donc, si je sélectionne rien, je ne peux pas faire. Si j'en sélectionne deux, je peux par exemple faire des booléens, etc. Le troisième onglet, c'est l'onglet modèle. Ça va être plus l'onglet qui va être spécifique aux objets acoustiques qu'on va devoir gérer, donc qui peuvent être des bâtiments. Donc, je vais y revenir plus tard dans la démonstration, des points sources, etc. L'onglet suivant, ça va être un onglet qui va permettre de faire les analyses, les rendus, tout ça. Et enfin, le dernier onglet, il est pas présent normalement, c'est l'onglet des futures fonctions du logiciel qui vont apparaître. Donc, par exemple, un couplage très fort avec Mitrason, un autre logiciel CSTB. Bon, c'est pas que j'y reviendrai. Donc, Mitrasig est basé sur un SIG. Donc, c'était une des petites choses que j'ai fait dans mon introduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va gérer toutes les projections, qu'on est géoréférencé d'un point de vue géographique, donc ça, vous le voyez en bas au centre, et qu'on va pouvoir, par exemple, ajouter des calques. Donc, ajouter des calques, je vais cliquer sur la fonction d'ajout calque. On peut bien sûr ajouter des fichiers. Donc, des fichiers, ça va être la liste des fichiers qu'on peut ajouter est relativement vaste, elle est très importante. Donc, ça va toucher des fichiers AutoCAD, des XF, des WG. Pour reprendre les plus connus, ça peut être les fichiers SRI, donc par exemple un ASCII grille, si c'est un format grille, ou un shape, donc on va dire pour les principaux, ça pourrait être des fichiers mapinfo, ça pourrait être des fichiers OGC, donc du GeoJSON par exemple, pour d'autres fichiers. Une autre possibilité qu'on a avec Mitrasig, c'est qu'on peut aussi visualiser des données web. Donc là, c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire que en allant sur l'onglet modèle, je vais pouvoir en fait cliquer sur OpenStreetMap Tile. Et là, en fait, il est déjà inséré, donc je vais l'allumer. Je vais me connecter en fait à un service web qui est OpenStreetMap. Et je vais télécharger une toile de fond qui va me permettre, par exemple, de connaître les noms des rues et les principales informations donc, sur ma ville. Donc là, je vois chemin des Murs, route de Lyon, chemin des Meules, si vous voyez, etc. Et donc ça, c'est une toile de fond sur laquelle je me connecte. Donc ça nécessite une connexion Internet comme je vais travailler. Et voilà. Donc là, ce que je me connecte, c'est une toile de fond qui est disponible sur le monde entier, donc sur toute la France. Hein. C'est les données, donc c'est fourni, c'est des données open source, donc on a le droit d'utiliser, ça c'est très important.
Je peux aussi me connecter à des données beaucoup plus spécifiques. Donc là, je suis par exemple dans la région lyonnaise. Je vais pouvoir me connecter au serveur du Grand Lyon, par exemple, pour télécharger une orthophoto, donc une image de fond, et qui va me servir en fait pour travailler. Donc là, pendant les démonstrations, ces toiles de fond, je vais les éteindre parce que vu que c'est des services web et que la démonstration passe par Internet aussi, je ne veux pas qu'il y ait de ralentissement sur ça. Parce qu'en fait, la toile de fond, il va falloir en fait à chaque fois qu'elle se recharge sur l'ordinateur, sur la zone qui est requêtée. Bon, là, c'est relativement long. Bon, normalement, ça doit être un petit peu plus rapide. Là, si je clique sur l'autre, bon, là, celle-là, elle est de moitié, elle se charge très vite. Donc ça va dépendre du débit. Les principaux, donc Mitrasig, après, donc on va venir sur la fenêtre principale. La fenêtre principale, ici, c'est la fenêtre graphique, fenêtre 2D. Je vais avoir d'autres fenêtres disponibles dans le logiciel. Une fenêtre 3D et une fenêtre tableau. La fenêtre tableau, c'est quoi? Je clique ici. Et en fait, tous mes objets, donc je vais par exemple prendre les bâtiments pour bien comprendre, tous mes bâtiments, je vais les avoir sous forme tabulaire. Et donc, par exemple, je sélectionne une ligne dans la fenêtre tableau, je vais pouvoir dire, tiens, zoom-moi sur l'objet que j'ai sélectionné dans la fenêtre tableau, et vice-versa. Je peux sélectionner un objet dans l'interface, je vais sur la fenêtre tableau, donc qui se trouve sur l'onglet. Bon, on peut séparer les onglets, mais voilà. Et je vois en fait la ligne que j'ai sélectionnée dans l'interface pour pouvoir interagir. Donc ça, c'est la deuxième fenêtre, c'est la fenêtre tableau. Et la troisième fenêtre, en fait, qu'on va pouvoir avoir dans le logiciel, c'est la fenêtre 3D. Donc la fenêtre 3D, c'est si on veut regarder un objet en particulier, n'importe quoi, et ben on va aller sur l'onglet 3D, et là, qu'est-ce qui se passe? Le logiciel va passer en vue 3D, et donc je vais avoir ma fenêtre 3D et la possibilité, par exemple, de bouger dans mon 3D, dans mon projet. Donc par exemple, ici, typiquement, j'ai dû un peu bouger mon projet. Je vois que j'ai une route qui me paraît un petit peu aberrante. Donc ça, c'est la troisième fenêtre, la fenêtre 3D. La partie droite de l'écran, ça va être la fenêtre propriété. C'est quand je vais cliquer sur un objet, je vais voir les propriétés de cet objet, donc ses propriétés géométriques et ses propriétés attributaires. J'y reviendrai. Les différents types d'objets qu'on a dans le logiciel, donc on va commencer par les plus simples, bâtiment, occupation du sol et terrain. Bon, terrain, on va dire qu'il n'y a rien à dire, c'est des points terrain, des lignes terrain et peu d'interaction avec. Les bâtiments, ça va être des écrans anti-bruit. Un bâtiment, il va être caractérisé par quoi? Donc là, pour ouvrir un bâtiment, je double-clique dessus, ou je peux faire clic droit propriété ou clic droit éditer, il y a plusieurs possibilités. Le bâtiment, il est composé d'une population, éventuellement, c'est pas obligatoire, de matériaux, plus ou moins réfléchissants, absorbants pour les parois du bâtiment et son toit. Il faut savoir que les matériaux, si on n'a pas de, par défaut, en fait, si on n'a pas de données, on considère que tout est réfléchissant. Le bâtiment, c'est un écran, donc il va être constitué d'une hauteur et d'un nombre d'étages qui dépend de cette hauteur et d'un paramètre hauteur d'étage. Et si on veut faire par exemple des cartes en façade des bâtiments ou des cartes par étage pour avoir les différents rendus. Et après, comme tout objet présent dans le logiciel, on peut l'activer ou le désactiver, donc c'est-à-dire le rendre transparent pour le calcul ou présent si on veut faire des scénarios, des choses comme ça, etc. Sachant que quand on va se promener dans le logiciel, comme là pour la fenêtre active, il peut y avoir des infobulles pour aider à comprendre ce qui se passe. Donc une fois qu'on a vu les bâtiments, on va voir l'occupation du sol. Je ne sais pas si... Voilà, donc là, typiquement, j'ai une forêt. L'occupation du sol, c'est très simple, c'est un matériau. Donc nous, les matériaux, c'est donc un peu dans l'idée des nouvelles normes Knossos, ça va être un gradient de A à H, où A va correspondre à un matériau très, très, très absorbant, type neige, et H, un matériau très réfléchissant, on va dire, typiquement de l'eau, par exemple, de l'eau en proposition. Voilà. Là-dessus, ces matériaux, ils ont une correspondance, par exemple, avec les G, pour les méthodes qui utilisent un G, et ça peut aller un peu plus loin. Donc, si on se ramène au coefficient G, c'est un coefficient G entre 1 et 0, donc A, G égale 1, et H, G égale 0. Les autres types d'objets, donc on va aller plus sur les sources maintenant pour faciliter les types d'objets. Donc là, je prends une route. Si j'ouvre la route, tous les objets en fait vont être faits en deux caractéristiques, les sources. La caractéristique géométrique de la route. Donc là, typiquement, j'ai une route à 2 voies, avec chaque voie une largeur de 3,50 m. C'est pas une autoroute, donc il n'y a pas de bande d'arrivée séparateur, etc. Donc là, je suis dans le mode complexe des routes.
Il y a plusieurs, le mode avancé. Il y a un mode plus simplifié où on a moins de paramètres, on va moins dans le détail. On peut aussi gérer, donc, bien sûr, le sens des voix. Donc, le sens des voix, ça a de l'intérêt que si, on va dire, on a du relief et des fortes montées, puisque ça fait il y a des petites pondérations en montée en descente. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et après, on a les paramètres acoustiques de la route. Donc, les paramètres acoustiques de la route, c'est le débit, hein, un type de véhicule, donc véhicule léger, poids lourd. Donc, par défaut, nous, on va remplir véhicule léger, poids lourd. Si on veut aller un petit peu plus dans le détail sur une étude précise, on peut ajouter d'autres types de véhicules. Par exemple, je suis en ville, je veux travailler sur des bus. Je peux ajouter le type de véhicule bus et après saisir un débit par période. Donc, c'est un débit en véhicule heure par période. Donc, ça, c'est les paramètres débit. Donc là, on voit le spectre de la route qui se met à jour automatiquement. Donc, c'est la puissance. Hein. L'autre paramètre qui est important, c'est que dans toutes les nouvelles méthodes de calcul, le bruit de roulement est de plus en plus impactant parce que les bruits de moteur font un petit peu moins les moteurs font moins de bruit, donc on travaille plus sur le bruit de roulement. Et donc le bruit de roulement est défini ici, donc il est indépendant, on va dire, des périodes de temps. Hein, c'est avec le revêtement routier. Donc on a plusieurs types de revêtements routiers, donc on a des gradients qui sont expliqués. Donc, par exemple, BB06, c'est un béton bitumineux de granulométrie 0,6. Donc, ça oblige à rentrer un peu plus dans le détail. Sinon, on a des revêtements plus par défaut, des revêtements pavés. Et ce qu'on a aussi là dans les dernières versions, c'est qu'on a des revêtements avec des très bonnes performances acoustiques. Donc là, j'ai mis un revêtement optimisé pour l'acoustique qui est en test en Hollande et dans une route française et qui permet de gagner 3 dB et demi, 4 dB, enfin, suivant les cas du revêtement, sur ces paramètres-là. Donc si je remets un béton standard, ben, on voit en fonction du type de béton, j'ai 3 dB de plus. Et l'autre paramètre qu'on a, si on veut vraiment aller dans la finesse sur le revêtement, c'est qu'on a l'âge du revêtement. Plus le revêtement va être âgé, moins il va être performant acoustiquement, et donc certains revêtements vont être pondérés en fonction de l'âge. Et donc, par exemple, là, si je dis que ce revêtement il a seulement 5 ans, il aura des performances acoustiques un petit peu meilleures qu'un revêtement à 10 ans. Voilà pour le revêtement. Bon, c'était pour rentrer un petit peu dans le détail. Après, ici, toute cette partie sur la droite, ça va être qu'on peut travailler sur un TMJA, et puis après, on a des méthodes pour reporter en fonction des différents guides qui existent en France, le CERTU, le CETRA pour une autoroute, etc. Le trafic en véhicule, heure par heure, jour, soir, nuit, etc. La vitesse. Enfin, on va dire que du très classique hein, sur ces points. Une fois qu'on a fait les routes, je vais passer donc un deuxième type de source. Donc j'en ai ici. J'ai donc une voie ferrée. Donc les voies ferrées, ça va se présenter exactement pareil que la route. On va avoir les propriétés géométriques de la source. Donc bon, là c'est un petit peu plus complexe d'un point de vue géométrique parce qu'il faut, est-ce que c'est une voie ferrée avec un ballast, c'est une voie ferrée sans ballast, et puis bon, le nombre de voies, etc. Donc bon, on a une petite coupe de la voie ferrée. Par défaut, en fait, on va mettre une voie ferrée générique, hein, comme il y a le plus souvent en France. Et puis après, si on a des cas un petit peu spécifiques, les VRS, etc., on va modifier les paramètres. Et puis, on va exactement sur le même principe avoir des paramètres de trafic. Donc les paramètres de trafic, nous, on livre avec le logiciel une base de données des trains qui existent en France. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait avec RFF à l'époque, maintenant c'est la SNCF, où il y a tous les trains qui existent. Donc là, on a vraiment l'ensemble des trains qui existent. Et puis on a aussi 2 tramways exemples, sachant que les tramways, c'est très très différent en fonction des villes. Un tramway plutôt sur un sol type pavé, un tramway plutôt sur un sol type herbeux, quoi. Voilà, donc par exemple, si je voudrais rajouter un TGV, donc je rajoute mon TGV, et puis après, on va rentrer en fait un trafic par période, et puis une vitesse de passage. Et puis donc là, ça va mettre à jour la puissance acoustique exactement sur le même principe que pour les véhicules. Donc là, on est en jour, soir, nuit. Hein. Sur mon projet, on pourrait très bien créer un projet en heure par heure avec une seule période de temps ou 4 périodes de temps, enfin pour les le plus courant restant le jour, soir, nuit, si on veut faire par exemple un Elden européen, et puis bon, beaucoup de textes suivant les études qu'on fait ainsi que jour, soir, nuit. On possède aussi plusieurs, on va dire, moi j'appelle ça des pondérations, c'est qu'on va avoir en fonction du type de rail, donc comment ils sont soudés, comment ils sont assemblés, si on est sur une zone d'aiguillage ou pas, on va avoir des petites pondérations, plus 1 dB, plus 3 dB, plus 2 dB, qui vont permettre en fait d'affiner un petit peu
le spectre. Donc, par exemple, si on est sur une zone d'échangeurs, avec pas mal d'échangeurs, ben, ça va faire plus de bruit. Donc, c'est des pondérations assez simples hein, qui vont mettre à jour le spectre en dessous. Bon, après, on a un mode avancé, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, tant que je suis sur le ferroviaire, en fait, dans les paramètres du modèle, en fait, on va céder une interface pour créer ces trains et pour pouvoir, par exemple, visualiser toutes les unités ferroviaires avec leur spectre, les hauteurs de source, parce que dans le train, on peut avoir 2 ou 3 hauteurs de source. Une source à 0 mètre, en principe, qui correspond au bruit du rail, une source à 50 cm, qui va correspondre au bruit de moteur, et éventuellement, pour certains trains grande vitesse, une source à 4 mètres qui va plus correspondre, selon la SNCF, au bruit de l'air. Voilà, mais bon, ça va dépendre de la vitesse. Une fois qu'on a paramétré, on va dire, train, je viendrai sur les sources industrielles après, je vais en créer une nouvelle et on verra comment on pioche dans la base de données, etc. Ben, on va créer des calculs. Donc pour nous, le calcul, c'est quoi? C'est une enveloppe. Donc c'est un domaine de calcul, c'est la zone sur laquelle on fait un calcul. Donc ça, c'est une zone qu'on va dessiner. On dessine la zone. Donc soit on va dessiner un carré, ça va être, enfin un carré, peu importe la forme, hein, ça peut avoir le contour de la commune. Ça va être une zone pour une carte verticale, une carte en façade. Donc je vais revenir sur tous les types de cartes, ou une carte de récepteur. Ou alors on peut dessiner des lignes verticales, c'est si on veut faire des coupes, des calculs en coupe. Une fois qu'on a dessiné son domaine, on va lui associer des calculs. Donc, pour voir la relation, ici, on avait les différents types d'objets qu'on allumait et éteindre, et à partir d'ici, vous voyez ces grandes lignes vertes, ça correspond à des calculs, et les cartes associées à ces calculs, et les domaines associés aux calculs que j'ai sélectionnés. Donc là, j'ai créé un premier calcul, carte horizontale. Donc, pour expliquer, c'est une carte horizontale que j'ai créée, que j'ai déjà calculée. C'est un calcul qui m'a pris 14 minutes. Avec certains paramètres, un semi-régulier à une hauteur de 4 mètres, avec des récepteurs longs des plateformes, etc. Et des paramètres de calcul, donc je propage à 500 mètres, en type de méthode rayon rapide, donc on va dire le paramètre le plus important, ça va être la méthode de calcul, la méthode de propagation. Nous, par défaut, en France, la méthode à utiliser actuellement, c'est la NMPB 08. On peut soit l'utiliser en tiers d'octave ou en octave, ça ne change pas grand-chose, ça change un petit peu le temps de calcul. Les résultats, ça va être très proche, à moins d'avoir des sources extrêmement particulières en industriel. Et sinon, l'autre méthode, c'est la méthode de Knossos 2012. C'est la future méthode qui va être obligatoire en France, je pense, à partir de juin 2018, si je suis à peu près les évolutions réglementaires, qui va être la future méthode harmonisée européenne. Donc, ça s'appelle Knossos. On a aussi la méthode pour de l'industriel pur, la méthode ISO 9613. Et ça, c'est une méthode, pour faire la petite parenthèse, résultat de calcul, fiabilité des résultats. En méthode ISO, c'est la méthode où on aura le plus de différences entre les logiciels du marché, puisque c'est une méthode qui est très floue dans le texte et qui laisse beaucoup de place à l'interprétation. Donc, en fait, elle dit « ça serait bien si on fait ça ». Mais ça serait bien si on fait ça d'un point de vue code et d'un point de vue formule, ça laisse beaucoup de marge de manœuvre, donc c'est intéressant, on peut aller dans le détail. Par contre, on peut ne pas aller dans le détail pareil, ou certains logiciels vont plus dans le détail que d'autres, et du coup, on va se retrouver avec localement des différences un peu importantes entre logiciels. D'où le fait que nous, on a intégré une seconde méthode qui s'appelle Knossos ISO 9613, qui est en fait une interprétation de la norme internationale ISO faite dans le cadre du projet européen Knossos. C'est assez particulier, mais bon, ça permet de mieux comprendre les méthodes. Et on va dire l'autre méthode intéressante à l'heure actuelle, hein, je ne parle pas des méthodes anciennes, c'est la méthode Harmonoise. Harmonoise, c'est un projet européen qui a été fait il y a quelques années maintenant, et qui, au lieu de travailler comme NMPB, Knossos, qui sont des méthodes très proches, qui se basent sur plus ou moins sur beaucoup de mesures, c'est une méthode qui cherche à résoudre de façon exacte les équations acoustiques. Donc, dans certains cas, ça peut être intéressant. Par contre, c'est des méthodes qui sont beaucoup plus lentes d'un point de vue calcul, parce qu'il y a beaucoup plus de calculs qui sont faits. C'est pas du tout les mêmes types que les méthodes classiques françaises. Voilà. Une fois qu'on a terminé ces simulations, on lance le calcul. Donc là, on imagine mon calcul dure un quart d'heure sur cette carte, qui est assez importante, hein. On voit que j'ai, assez importante. Ça fait 7 km². Dans l'idée, après, je vais faire ce que j'appelle ajouter une carte. Donc, je peux le faire clic droit depuis mon domaine de calcul, ou je peux le faire
depuis ici la partie horizontale. Qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute une carte? Je vais charger en fait en mémoire le fichier résultat de calcul, donc ça peut être des fichiers assez gros, et je vais pouvoir jouer sur mes différents paramètres de carte. Alors, je ne sais pas comment on voit mieux à l'écran. Les différents paramètres de carte, c'est quoi? Ben, ici, c'est tout ce qu'on va vouloir créer. Donc, je peux créer une carte pour un indicateur particulier. Donc là, je suis un LDN, et je peux très bien dire, bah, crée-moi un LDN européen. Donc, je vais cliquer sur LDN, et là, vous allez voir, ma carte est mise à jour en direct. Et maintenant, je visualise un LDN européen. Donc là, je suis en mémoire sur l'ordinateur, il n'y a rien qui a été écrit. Après, bah là, je vois toutes mes sources. Donc, mes routes et mon fer. Je peux très bien dire, bah tiens, je ne veux pas la voie ferrée. Donc, je vais cocher sur Railway, et ça va décocher ma voie ferrée. Et par exemple, je ne veux pas mon autoroute. Je vais cocher sur Motorway, dans mon exemple, et ça décoche l'autoroute, et ça met à jour la carte en direct. Et donc là, du coup, je me retrouve qu'avec une carte et mes routes secondaires. Pour l'instant, ce que je regarde comme carte, c'est une carte de type grille. Si je zoome vraiment très fort localement, j'ai une carte de type grille où je sais que j'ai un pixel tous les 5 mètres. Je peux très bien dire, bah non, je veux une grille un peu plus précise et je veux un pixel tous les 4 mètres. Et donc là, en mettant 4 mètres, il va réinterpoler en direct mes résultats de calcul et je vais avoir une nouvelle grille avec un pas un petit peu plus fin de 4 mètres. Ça, c'est le mode grille. Le mode le plus utilisé, c'est le mode polygone. Polygone, qu'est-ce qui se passe? Si je clique sur polygone, ben là, il va calculer, en fait, depuis les résultats de calcul, des polygones, donc des surfaces. Donc, quand je clique sur un objet, j'ai son type ici, donc je sais que c'est un multipolygone qui va correspondre à l'isophone. Alors, je ne vois pas, moi, à la droite de l'écran avec le logiciel, mais bon, entre, par exemple, 55 et 60 décibels, donc je sélectionne ce polygone et j'ai ces surfaces-là. Le type suivant de carte, c'est que ça peut être, je peux, au lieu de vouloir des polygones, je peux vouloir des lignes, donc les isovaleurs qui séparent. Donc je clique sur ligne, j'ai les isovaleurs qui séparent mes différents points de la route. Et enfin, le dernier mode que je peux avoir, c'est point. Et point, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai plusieurs modes, mais en gros, je visualise directement tous les points de calcul de mon maillage de calcul et tous les points qui ont été calculés. Donc c'est une méthode de tir de rayon inverse, on tire depuis le point vers les côtés. Et là, je vois vraiment mes points de calcul sans interpolation pour recréer, par exemple, les polygones. Voilà. Donc là, on est d'accord que je suis toujours en mode LDN, etc. Si je repasse, par exemple, en polygone, les couleurs de la carte. Bon, bah, les couleurs, c'est exactement la même chose. Là, je suis sur une thématique de couleur, donc la NFS 3130, la plus classique. Je peux très bien vouloir dire je change de couleur et puis je veux la thématique exposition 1, et ben là, il va me recalculer la carte avec une autre thématique de couleur qui va me changer complètement le rendu, etc. Donc là, ben, et bien sûr, on peut rentrer, enfin, j'en parle même pas, on peut bien sûr créer sa propre thématique de couleur, etc. Le point suivant, voilà, donc ça c'est le premier type de carte, donc avec ce système de dynamisme où on peut choisir globalement les sources qu'on veut, son indicateur acoustique, ses palettes de couleurs, les isophones bien sûr qu'on veut calculer, les valeurs d'isophones. Et pour l'instant, j'ai rien créé. Et là, je vais créer une carte concrètement sur le disque. Hein. Pour l'instant, c'est tout en mémoire. Si je ferme cette fenêtre, bah, tout disparaît. Et là, je vais créer par exemple une carte que je vais appeler poly autre source. Enfin, ça n'a pas de sens, mais bon, peu importe. Et donc là, je vais cliquer sur Create. Et donc là, physiquement, ça va me créer une carte dans mon projet. C'est-à-dire que mon projet, si je raisonne d'un point de vue mémoire, eh ben, il va prendre quelques octets de plus, hein, c'est pas joli. Et maintenant, je vais fermer mon mode dynamique et j'ai vraiment une carte qui s'est créée et que je peux allumer et éteindre pour la suite avec ses paramètres, etc. Donc là, on était sur le premier type de carte le plus générique, qui est la carte horizontale. Le second type de carte que je vais vous montrer, c'est la carte en façade. Donc la carte en façade, c'est quoi? Bah, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Clic droit sur mon domaine, ajouter carte. Là, hop, je vois rien. Pourquoi je vois rien? Parce que je suis en façade des bâtiments, donc il va falloir que je passe en vue 3D. Et donc là, vous voyez qu'en vue 3D, si je m'arrête, eh ben, j'ai des petites couleurs sur les façades des bâtiments qui correspondent en fait à mes calculs. Donc ces petites couleurs sur les façades des bâtiments, elles sont visibles donc comme ça dans le logiciel. Hein. Je pourrais mettre éventuellement une toile de fond pour le terrain. Enfin, je pourrais faire un truc plus joli. Mais ce qui va nous intéresser pour les façades,
c'est deux choses. C'est comment les exporter dans un autre logiciel type WooColors, donc je vais montrer ça, et quelles analyses on peut faire sur les façades. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais cliquer sur point et je vais lui dire calcule-moi le niveau maximum, ce qui est souvent demandé, par bâtiment. Donc, pour les sources mises, donc je pourrais désactiver une source, par exemple pour les sources routières. Et donc là, il me calcule pour toutes les sources routières le niveau maximum par bâtiment et il me donne sa hauteur. Donc je sais que pour, par exemple, ce bâtiment, le niveau maximum, c'est 66 dB à 7 mètres de hauteur, alors que celui-ci, c'est 68 dB à 4 mètres de hauteur. Donc ça, c'est le niveau maximum par bâtiment qu'on peut calculer et qu'on peut créer. Ce niveau maximum, on va en faire une petite analyse, comme ça me fait penser. On va commencer par calcul de population. Là, j'ai montré tout à l'heure que j'avais la population dans mes bâtiments. Ce que je peux faire, là, je peux utiliser cette petite fenêtre qui va me faire, en cliquant dessus, une analyse de la population et qui va me dire, en fait, ma population entre toutes les tranches de bruit que j'ai entre tous les isophones, donc 50, 55, combien j'ai d'habitants, quelle surface, combien de bâtiments, si j'ai des bâtiments avec une nature particulière de santé, d'habitation, etc. Et je vais pouvoir faire mon petit calcul de population comme ça. L'autre chose que je peux faire, c'est qu'ici, donc, donc on va le faire par exemple pour un L-Night. Voilà. Pour un L-Night, j'ai calculé en fait mon niveau maximum et je voudrais par exemple colorer en rouge tous les bâtiments qui ont un niveau la nuit supérieur à 60 dB. Comment je vais faire? Je vais créer un attribut sur des bâtiments que je vais appeler L-Night. Je vais faire add. Ça crée un attribut sur le bâtiment L-Night. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser en fait le SIG. Donc là, ce que je vais faire sur le L-Night, je pourrais le faire sur n'importe quoi. Je vais faire ajouter thématique de type palette de couleurs. Je vais lui dire, va chercher les attributs de mes bâtiments. Là, je vais chercher le L-Night, dernier à ajouter. OK. Suivant. Je vais dire, moi, je vais faire au-dessus de 60 dB en dessous. Donc là, je vais lui mettre valeur min 60 dB. Donc là, il va me faire de 0 à 60 et 60 et plus. Je vais faire suivant. Je vais lui dire, si c'est de 0 à 60, affiche-moi le bâtiment en, peu importe, en gris. Si c'est au-dessus de 60, affiche-moi le bâtiment en violet, peu importe, finish. Et donc là, maintenant, en fonction du niveau la nuit, j'ai coloré les bâtiments. Tout à l'heure, ce que j'avais, j'avais aussi des petites étiquettes de valeur. Bon, là, c'est une façon complètement différente de le faire. J'ai coloré les bâtiments. Un autre rendu que je peux faire, donc j'ai vu tout à l'heure, donc là, ma carte en façade, elle est ici, où je peux cliquer sur le domaine, c'est que je vais pouvoir faire un export rapide de mes façades en KMZ. Donc là, j'ai export rapide. Donc bon, il y a plein de menus, etc. Ici, on va en voir très peu. Export rapide en KMZ. Je vais créer ce KMZ façade. Je vais l'appeler. Je le sauvegarde. L'export, il est en train de se faire. Donc, j'ai enregistré le KMZ sur le bureau. Donc, je vais venir à mon bureau. J'ai créé un KMZ façade qui vient d'apparaître. Je double-clique sur le KMZ façade que je viens de créer sur le bureau. Ça me charge Google Earth. Bien sûr, j'ai Google Earth installé sur ma machine, qui est indépendant de Mitrarem. C'est juste, vu que c'est assez pratique de voir dans Google Earth, je zoome. Et donc là, dans Google Earth, le temps que ça se mette à jour avec la connexion, j'ai mes couleurs de bâtiments, etc., avec mes niveaux calculés que je peux voir dans Google Earth. Donc ça, c'était la petite parenthèse Google Earth pour montrer un export rapide. Une autre chose que je peux faire, quelque chose que j'utilise pas mal dans mes études, c'est que je peux afficher les points de calcul, créer les points de calcul. Et en fait, sur ces points de calcul, je vais en sélectionner un et je vais dire, fais-moi une coupe des points de ce bâtiment, en fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre ce bâtiment, il m'en fait une coupe. Et donc là, ici, je vais pouvoir visualiser en fait tous les points de calcul du bâtiment et voir exactement la configuration des façades du bâtiment. Donc là, c'est si on veut vraiment faire une analyse plus fine, façade par façade, donc je sais que c'est un bâtiment de 3 étages, etc. C'est une façon d'analyser en coupe les données de bâtiment et de déplier vraiment, pour aller dans le détail, un bâtiment. Une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des coupes. On peut avoir un type de carte. Donc là, j'ai un petit trait vert, des types de cartes verticaux. Donc verticaux, on peut soit visualiser en 3D, soit dire je fais une coupe
de ma carte verticale, bon là j'exagère un peu l'échelle, où je peux faire une coupe de bruit bon, pour regarder un effet particulier, si mes murs ils font gain d'écran, comment le son monte, etc. Ce sera plus dans un cas d'écran, d'analyse, etc. Voilà. Donc là, les bâtiments qui sont colorés, hein, c'est une fonction générique que j'aurais pu colorer sur la hauteur du bâtiment, en fonction de leurs matériaux, etc., sur n'importe quelle propriété des bâtiments. La thématique que j'ai fait sur les bâtiments, et donc une thématique, je peux l'afficher et l'éteindre, et dire, bah, tiens, je retrouve les bâtiments avec leur couleur d'origine. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus en détail, et je vais montrer, en fait, je vais faire un petit scénario. Donc je vais dire, bah tiens, par exemple, ici, au sud de ma zone, hein, je vais recréer je vais éteindre mon domaine en façade qui m'intéresse. Voilà. Donc, mettons ici, j'ai une zone. Donc, pourquoi je prends cette zone? Parce qu'en fait, il y a la voie ferrée très proche. J'ai l'autoroute très proche. Donc, par exemple, là, on voit que les sens de voie de l'autoroute, ils ne sont pas du tout bons. Hein. J'ai fait. C'est pas très bon. Hein. Il faudrait mettre les deux voies dans le même sens. Après, c'est pas important pour moi. Donc là, vous voyez, les voies sont dans le bon sens. C'est pas important pour moi. Je suis sur une zone plate, que je mette des voies dans des sens différents ou dans le même sens, c'est graphique. Ça ne changera pas le résultat de calcul dans un cas comme ça. Donc là, j'ai remis les voies de l'autoroute dans le bon sens. Donc là, on va creuser, on va partir sur de l'industriel. Et puis on va dire, bah, tiens, ici, j'ai une petite construction, une petite source industrielle qui se construit. Donc déjà, il faut savoir que pour les sources industrielles, on possède une base de données de sources industrielles qui est la base qui s'appelle Imagine et qui, on va dire, est exactement la même base pour tous les logiciels, les gros logiciels européens du marché. Donc, je vais afficher, par exemple, il y a 4 types de sources dans ma base, ponctuelle, linéique, volumique, enfin c'est surfacique, horizontale et en façade. Donc là, j'affiche les sources ponctuelles, donc il y a des milliers de sources. Donc là, c'est une base qui est commune à tout le monde, qui est en anglais, je précise. Et donc, on va avoir plein de sources qui vont être triées par type d'industrie. Hein. Donc, par exemple, si je veux filtrer les sources qui sont relatives aux stations de pétrole, je peux filtrer. Et aux stations-service, pardon. Et donc, chaque source, en fait, va avoir une description, une qualité et une puissance d'émission. Et on va pouvoir, comme ça, récupérer, je vais plutôt prendre des sources de chantier ou un truc un petit peu plus intéressant que des voitures plus simples. Donc, si je prends, par exemple, une espèce de grue mobile, les sources peuvent avoir des photos ou non. Et je vais la rapatrier dans le logiciel parce que vu qu'il y en a des milliers, je vais l'isoler et je vais l'appeler grue. Et je vais créer mon spectre et je vais dire OK. Après, ce que je vais faire, va falloir que je positionne ma source. Donc, je vais dire, bah, tiens, ma grue, elle se situe ici. Tac, tac. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner un nouvel objet. Donc, ça, c'est tous les objets qu'on peut dessiner. Et je vais dessiner une source ponctuelle. Là, c'est un point, il n'y a rien à faire. Je vais cliquer ici. Je clique sur point. Je dis, c'est la position de ma grue. Alors, la grue, après, il va demander à quelle hauteur se situe la grue. Je n'ai pas regardé la hauteur de mesure de la source, mais on va dire qu'elle se situe à 4 mètres. Est-ce qu'elle a une orientation, azimut, angle? Si c'est une source omni, bon, ça ne change pas grand-chose hein, si on veut l'orienter. Si ce n'est pas une source omni, bien sûr, ça va jouer. Et quel paramètre acoustique pour ta source? Et moi, je vais dire, tiens, va chercher la grue que j'ai créée tout à l'heure. Cette grue, elle va fonctionner le jour, elle va fonctionner le soir, et puis elle ne va pas fonctionner la nuit. Donc, je vais mettre 0% de fonctionnement la nuit, donc comme ça, elle n'émettra pas. Je peux éventuellement regarder le spectre de la source et éventuellement regarder un spectre en détail avec un diagramme, etc. Voilà. Une fois que j'ai ma source, je valide et donc j'ai ma grue qui se situe ici. Ce que je vais vouloir faire maintenant, mettons, je fais une étude de chantier, bon, on n'est pas en plein centre de Paris, mais on va créer un nouveau calcul. Ici, j'ai une zone de calcul déjà prédessinée, je vais la réutiliser, hein, ça va être, et je vais créer un nouveau calcul. Donc, je vais faire clic droit, ajouter un calcul. Je vais appeler ça simu pour m'y repérer grue. C'est plus facile. Type de calcul, je vais faire un calcul sur récepteur pour aller plus vite. Et paramètre de calcul, bon, je vais dire que je vais utiliser la méthode rayon rapide. Donc, rayon rapide, c'est la méthode historique Micra de rayon, donc tiers de rayon rapide inverse. Rayon, c'est une méthode un peu plus fine, mais qui est un petit peu plus lente, un facteur 5, et qui va être intéressante si on est très loin des sources. Donc là, bon, c'est pas du tout le cas. Et méthode faisceau, c'est vraiment plus une méthode expérimentale
Donc au lieu de tirer des rayons, on va tirer des faisceaux, c'est beaucoup plus précis, mais sauf qu'on a un facteur 50 en lenteur. Donc c'est vraiment si on veut étudier un paramètre très précis d'un écran. Voilà. Distance de propagation, hein, moi pour, je vais dire, aller en propage, si je veux que le calcul soit plus rapide à 300 mètres, hein, nombre de réflexions, moi je conseille toujours 3 réflexions, ça c'est intéressant. Donc là, j'ai mon calcul signe grue. Jaune, ça veut dire qu'il n'a pas été lancé. Vert terminé, donc je vais faire clic droit et je vais faire lancer calcul. Donc mon calcul se lance. Donc là, c'est un calcul où j'ai pris des paramètres un petit peu détériorés, donc il doit être relativement rapide. Hein. Vous voyez, c'est un calcul qui est quasi instantané. Donc j'ai fait un calcul sur des récepteurs qui sont posés. Donc quand je vais faire clic droit, ajouter carte, là j'ai mes calculs sur récepteurs. Ça c'est intéressant, mais moi ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir croiser mes récepteurs. Donc là, même principe hein, que tout à l'heure, on pourrait très bien dire, bah tiens, je désactive les routes, je désactive le rail et j'ai que le bruit de la grue. Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser une première fonction d'analyse là pour croiser mes résultats et je vais utiliser ce qu'on appelle les étiquettes tableau. Étiquette tableau, c'est qu'on va créer des récepteurs avec plusieurs colonnes, donc des tableaux. Donc je vais ajouter le calcul, donc je vais prendre mon calcul grue et je vais lui dire, bah, affiche-moi le bruit de la grue. Le jour, ok. Donc je vais appeler ça grue. Je vais créer une deuxième colonne. Affiche-moi le bruit. Donc je prends mon calcul signe grue. Le bruit, je fais tout en LD hein, pour simplifier, on pourrait croiser les périodes et tout. Le bruit de la route. Ok. Donc je vais appeler ça route. Et après, bon, ce que je vais pouvoir faire, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir faire une combinaison de bruit. Je pourrais ajouter une troisième colonne, hein, le bruit du train, etc. Bon, là, mon but, par exemple, je vais pouvoir faire une combinaison. C'est-à-dire, bah, par exemple, fais-moi le bruit de la grue plus le bruit de la route. Bon, je pourrais le faire dans l'autre fenêtre, ça n'a pas de sens. Je pourrais faire une soustraction. Donc, le bruit de la route moins le bruit de la grue. Enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Allez, je fais la différence. Donc, je vais appeler cette colonne, par exemple, différence. Voilà. Mise en forme, j'arrondis, par exemple, à 0,5 dB, parce que je me dis, oh, allez, mon calcul n'est pas hyper précis, etc. Je valide. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je vais avoir ce qu'on appelle, nous, des tableaux d'étiquettes avec mes différentes colonnes. Donc là, les étiquettes, je vais pouvoir les déplacer et les replacer si je veux faire un rendu très propre et très précis. Donc là, je les déplace. Après, je me dis, tiens, là, peut-être que ce que j'ai fait un peu vite, c'est pas top du tout. Je voudrais mettre les titres dans mes colonnes. Donc, je vais éditer une étiquette pour montrer un petit peu. Je vais dire, tiens, bah, rajoute-moi la légende. Donc, je vais rajouter une colonne là. Et rajoute-moi le numéro de l'étiquette. Hein. Et je lui dis, tiens, fais-moi ça, applique. Donc là, soit j'édite une seule, soit je l'applique à toutes les étiquettes. Et je lui dis, tiens, ben, fais-les aussi un petit peu plus grosses en texte. Hop, 3. Et applique-moi ça à toutes les étiquettes. Je valide. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, maintenant, j'ai changé un petit peu ma présentation. Hein. J'ai le titre de l'étiquette, mes différentes, ma légende qui est écrite, et mon rendu qui me permet de faire ce que j'ai fait, donc le bruit de la grue, etc. etc. Donc là, par exemple, j'ai un petit peu replacé mes étiquettes. Je vais en replacer 3-4 pour... voilà, donc je sélectionne l'étiquette, je clique sur le bord du carré et je replace l'étiquette. Là, ce qu'on a, c'est des étiquettes non mises en forme. Je pourrais créer des étiquettes plus jolies, ce qu'on appelle les étiquettes tableau, avec un style, des colonnes, etc. Un truc beaucoup plus joli, prêt pour imprimer. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle des tables de valeurs. Je vais faire une parenthèse rapide d'impression pour vous montrer juste comment ça arrive. Allez, alors ça c'est mon étude. Hein. Mon étude elle était très locale, donc je replace les étiquettes très rapidement. Hein. Voilà. Hop, je fais un beau rendu et je me dis tiens, je vais imprimer tout ça. Tac, tac, tac. Et puis je veux aussi imprimer une carte, tiens, la petite carte qu'on a créée tout à l'heure, là, tout orange, voilà. Et je vais imprimer ça. Donc je vais faire fichier, assistant d'impression, et je vais aller chercher un modèle d'impression. Donc, tiens, je vais imprimer, tiens, je vais plutôt imprimer portrait, vu la forme.
sans légende. Je vais prendre ce modèle d'impression. Donc là, à quelle échelle je vais imprimer? Tiens, ben moi, je vais imprimer au 500e. Et donc là, il y a un petit carré qui va me dire, bah, au 500e, ça donne ça. Donc ça rentre. Suivant. Là, j'ai un petit cartouche qui s'affiche. Ça va être mon cartouche ici, mon titre de la carte. Donc c'est quelque chose qui se paramètre aussi. Hein. Donc pour montrer un titre, je vais faire par exemple démo Toto. C'est pas très original. Et puis un autre titre, il est 11h45. Voilà. Juste pour qu'on montre. Après, on peut mettre ce qu'on veut suivant. Et là, il va me dire, est-ce que tu veux une légende, la légende de la carte? Moi, j'ai pris cette légende-là pour la carte. Donc, moi, je vais faire glisser ma légende. Hop là. Suivant. Est-ce que tu veux une flèche nord? Ouais, allez, je veux une petite flèche nord ou je veux celle-là. Hop. Hop là. Suivant. Est-ce que tu veux une barre d'échelle? Allez, hop, je veux une petite barre d'échelle ici. Suivant. Donc là, je mets en forme mon modèle d'impression, il me dit où est-ce que tu veux l'enregistrer, hein, peu importe, j'enregistre. Et donc là, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. C'est ce qu'il a fait là, il m'a ouvert une nouvelle fenêtre. Et je vais pouvoir replacer, bah, par exemple, ma flèche nord, je ne l'ai pas bien placée, je vais vouloir la replacer. Tiens, je vais la mettre ici en bas à droite. Et donc, je peux déplacer les objets et tout replacer. Donc, si on enquête un petit peu plus en détail, bah, je vais pouvoir zoomer et dire, bah, tiens, par exemple, là, tiens, ça, c'est pas très bien centré. Je veux centrer la photo ici. Donc, hop, ça recentre un petit peu. Bon, c'est pas très pertinent ce que j'ai fait, donc je vais par exemple centrer ici. Hop, sur ce zone. Ici, bah, on a bien démo Toto, il est 11h45, un titre sous-titre. J'aurais pu remplir tout le reste, hein, ce que j'ai pas rempli. Ça, bah, tiens, je me dis, tiens, hop, je vais le déplacer. Donc là, je remets tout en forme. Donc l'idée, c'est bien de prendre le temps. Ainsi là, je pourrais très bien supprimer le logo, mettre un nouveau logo, mettre ma nouvelle adresse, etc. Une fois que j'ai tout fini, je vais faire fichier, publier. Et donc là, au lieu d'imprimer, je vais faire un PDF. Donc je vais appeler ça Toto. Hein, je vais prendre sur Toto ce matin. Je sauvegarde. Et là, donc, dans le PDF, ce qui va être intéressant, c'est est-ce que tu veux un PDF portrait paysage et les options, et je vais dire, ben, tiens, je veux exporter les calques de mon PDF et je veux exporter les schémas. Donc ça, c'est des options qui sont proposées par Adobe. Hein. C'est des options d'Acrobat. Et ce qui est intéressant dans les schémas, c'est qu'on va pouvoir exporter des données qui sont sur les objets. Et par exemple, je vais exporter des données, j'ai exporté les données de mes points sources et par exemple les données de mes bâtiments. Je valide. Et donc là, il me crée mon PDF. Je reviens sur mon bureau. Je dois avoir un PDF Toto qui est ici. J'ouvre mon PDF Toto. Donc là, moi, j'ai Acrobat Reader, la version tout ce qu'il y a de plus basique. Il n'y a pas de piège là-dessus. J'ai mon PDF avec mon modèle d'impression que je pourrais éventuellement imprimer, etc. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir mes calques et je vais pouvoir dire, bah, tiens, par exemple, je veux afficher, désafficher mes bâtiments. Je veux afficher ou désafficher ma voie ferrée, que j'ai pas les routes. Et donc, ou ma carte de fond. Et donc, j'ai déjà un premier petit PDF qui est un peu interactif. Je vais avoir le descriptif de ma source et je sais que c'est la source de type couru qui fonctionne, par exemple, à 100% le jour, 100% le soir et 0% la nuit, qui a une hauteur de 4 mètres, etc. Et je peux faire la même chose sur mes bâtiments. Si je sélectionne ce bâtiment, je sais que ce bâtiment, par exemple, fait 8 mètres de haut dans le PDF, etc. etc. Donc là, moi, j'ai exporté les données d'objets que de deux éléments, les routes, non, les bâtiments et la source ponctuelle. Donc voilà pour la petite parenthèse, si je reviens au logiciel. Donc là, je suis sur mon modèle d'impression. Je vais revenir à mon projet. L'autre chose qu'on pourrait exporter, bah, c'est par exemple si je veux exporter ma carte, je vais prendre ma carte ici et je vais faire clic droit, export. Il y a export rapide en fait qui permet de faire du KMZ, du shape ou des formats population que vous préférez. Ou alors on a un export complet où là on va choisir la projection d'export. Donc c'est un petit peu, donc j'exporte en Lambert 93, bon je rentre pas trop dans les détails de projection. Et là bah, on a la liste de tous les formats export possibles.
Donc ça va être du format très classique comme Shape, KMZ que j'ai vu tout à l'heure, mais on pourrait l'exporter éventuellement en DWG. Bon, je vois peu l'intérêt pour une carte de bruit, mais on pourrait faire d'autres exports, ou alors par exemple des exports images. J'ai pas parlé des écrans, donc je vais parler très vite fait des écrans. Les écrans, je vais dessiner un mur anti-bruit ici. Donc il y a plusieurs modes de dessin d'écran. On peut dire qu'on trace parallèle à une route, etc. Ou alors on trace très simplement l'écran comme ça, en ligne droite. Une fois que j'ai dessiné mon écran, je vais avoir les paramètres de mon écran. Donc est-ce que c'est un écran ou c'est un mur de soutènement? Comment la hauteur est interpolée? Hauteur début 3 mètres, hauteur de fin 3 mètres. Et moi là j'ai créé un écran qui va faire 3 mètres de long, qui va suivre le terrain. Après, quel matériau pour mon écran? Donc il faut savoir qu'on peut avoir deux matériaux. Un matériau éventuellement à gauche de l'écran et un matériau à droite de l'écran. C'est pour s'il est traité absorbant que sur un côté. Donc par exemple, il est relativement absorbant sur la gauche et pas absorbant sur la droite. Après, est-ce que c'est un écran incliné, plus ou moins 45 degrés? Est-ce que c'est un écran avec un couronnement? Est-ce que je veux désactiver, activer les interactions, etc. Une fois que j'ai choisi tout ce que je voulais faire, je valide et j'ai mon écran donc, qui est créé dans le logiciel. Et là, la petite astuce qu'il faut savoir, en fait, c'est que vous voyez l'écran, je l'ai dessiné volontairement tout à l'heure du haut vers le bas. Donc là, j'ai une petite flèche noire vers le bas, et ça veut dire que la gauche de l'écran, eh ben, c'est sur la droite de mon écran, parce que c'est la gauche dans le sens où est orienté l'écran. D'où la flèche et d'où l'élément. Ça va être très important de connaître très vite. C'est pareil pour tous les objets dans le logiciel. Si j'enlève ça pour qu'on voit mieux. C'est très important en fait de connaître pour ce type d'objet gauche et droite. Pourquoi? Si on fait une inclinaison, ça va être en fonction de la gauche ou de la droite, etc. Donc par exemple là je peux faire, je ne sais pas si mon projet est très propre, hein, c'est un projet de démo. Là j'ai fait une coupe terrain où j'ai, je vais exagérer un petit peu les hauteurs, là, où j'ai par exemple mon terrain, mon ballast ferroviaire, l'écran que je viens de créer, un terrain plat, mes voies d'autoroute et puis le terrain qui voilà. Là, ce que je voulais faire, pour terminer, je crée un projet depuis rien, ce que j'ai pas fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire fichier nouveau. Je vais aller sur le bureau, je vais me créer un petit dossier. Voilà, je vais appeler ces projets Toto, vu qu'on est dans la thématique. Autant l'apprendre jusqu'au bout. Donc, j'ai un projet Toto. Hop. Quelle projection? Donc là, c'est les paramètres généraux du projet. En gros, ce qui est important, c'est quel pas temporel, quelle météo. Nous, sachant qu'on a une base de données météo, je ne suis pas rentré dans toutes les bases de données logicielles qu'on a. Dans quel mode je veux gérer mes sources, en octave ou en tiers d'octave, et quelle projection. Je ferme, j'ai mon projet vide, j'ai rien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà aller chercher une toile de fond, comme j'ai fait tout à l'heure, comme c'est Map Tile, et je vais avoir déjà une toile de fond. Après, je vais dire, tiens, je vais faire un projet quelque part. On va dans les Alpes. Donc, je vais zoomer quelque part, peu importe, dans une vallée bien polluée, voilà, une salanche. Je zoome, voilà. Donc là, déjà, en zoomant, plus on zoome, plus je vais avoir des données très différentes dans le logiciel. Et donc là, j'ai zoomé sur une zone, et on voit que j'ai une toile de fond, c'est une image. Maintenant, on a un mode en fait qui va nous permettre de rapatrier des données si on possède aucune donnée. C'est ce qui s'appelle, on va récupérer des données en fait open source qui existent sur Internet en faisant OpenStreetMap intégration. Donc là, je dis récupère tout ce que tu as à disposition, ce que je peux. Donc c'est soit des données OpenStreetMap, qui est un projet open source où il y a les données DGI, du cadastre, il y a les données, il y a pas mal de données en fait, pas l'IGN parce qu'ils ne sont pas dans ce logique-là, mais d'autres organismes étatiques qui fournissent gratuitement leurs données. Et on a des données aussi qui sont fournies en fait par les grands projets des agences spatiales, donc la NASA principalement, qui ont des données sur le monde entier, en particulier pour le terrain, c'est précis. Et donc là, ce que je me fais, c'est que je me connecte à tous ces services web, donc aux services proposés par la NASA, et je vais rapatrier les données sur l'ordinateur, donc on a complètement le droit de le faire pour l'habitude, et je vais créer mon modèle. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que là, hop, le rapatriement est terminé. Donc, je vais éteindre ma toile de fond, et donc là, je vais posséder donc mes bâtiments. Et donc maintenant, quand je clique sur un bâtiment, j'ai les données en fait que j'avais sur mes bâtiments que j'ai rapatriées.
J'ai une petite information hauteur sur le bâtiment. Je sais que c'est un bâtiment à 3 étages. J'ai l'adresse du bâtiment. J'ai quand est-ce que la donnée a été mise à jour. Donc, on a des métadonnées sur les bâtiments et on va pouvoir avoir un premier modèle de bâtiment. Et idem pour les routes, c'est-à-dire que si je clique sur une route, je vais avoir les infos sur ma route, que c'est donc ça doit être la départementale 1205, et donc j'ai un premier modèle à calculer. Donc, il ne faut pas rêver, hein. C'est-à-dire que je n'ai pas de trafic sur des routes parce que je n'ai pas de données trafic disponibles. Donc, je peux juste dire, tiens, j'ai un TMGA 2000 véhicules jour avec une vitesse de 50 km/h. Tiens, répartis-moi ça automatiquement. Ça me fait ça, c'est une petite route secondaire. Allez, hop, très bien, hop, j'ai les paramètres sur la route. Après, je me dis, ouais, non, mais ça, je ne veux pas calculer toutes ces routes transversales. Donc, je vais en supprimer. Ça, je ne veux pas calculer toutes les routes du milieu. Je les sélectionne, je clique sur la touche sucre, je fais mon modèle et je retravaille mon modèle. Je fais l'occupation du sol, etc. Et donc là, j'ai, on va dire, sur un gros projet, ça fait beaucoup de vérif manuels, je ne pense pas que ce soit possible. Mais sur un petit projet, on peut déjà obtenir un petit modèle prêt à calculer. Donc, je dois avoir aussi le terrain. Donc là, le terrain qui vient des données NASA. Donc ici, ça doit être un petit peu du relief quand on voit les bourgs. Et là, ça doit être relativement plate. Ouais, c'est la vallée. Voilà. Donc le relief, c'est un point en fonction de la latitude tous les 20 mètres, tous les 25 mètres. C'est pas hyper précis, mais sur une zone plate, ça peut suffire et ça permet déjà de créer un petit projet pour certaines études sans avoir besoin d'acheter des données ou de récupérer des données. Et en fait, là, on va finir de créer son modèle manuellement en disant, je ne veux pas cette route, je veux cette route, etc. Donc ça, c'est ce que nous, on appelle le mode OpenStreetMap. Voilà. Principalement, dans OpenStreetMap, il y a toutes les petites routes et les voies piétonnes. Un travail, ça va être de supprimer toutes les routes qu'on ne veut pas et de garder que les routes principales. Alors Jean-Benoît, à propos de route, il y a une question plus particulièrement sur les autoroutes, mais est-ce qu'on peut prendre en compte les merlons en bordure d'autoroute, par exemple? Ouais, c'est dans la catégorie écran. En fait, on peut faire des murs, soit des écrans, soit des murs de soutènement avec un matériau gauche, enfin pour un mur de soutènement sans matériau, donc donc oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Sachant que globalement, si on fait de l'autoroutier, ça va être important. Donc là, OpenStreetMap, ça suffira pas du tout. Ça va être important d'avoir une topographie assez fine, en particulier si c'est un petit peu encaissé, décaissé localement l'autoroute, parce que ça va énormément jouer. Et ça, on peut les créer soi-même en créant on peut créer des buts, on peut créer des talus, on peut créer toutes sortes d'objets en fait qui vont permettre en fait de prendre en compte ces configurations particulières. Pour terminer, je vais terminer sur des aspects beaucoup plus généraux, hein, parce qu'on a une documentation en ligne qui est relativement complète sur toutes les fonctions, qui, sur n'importe quel type d'objet, par exemple sur l'ajout d'une butte, hein, j'en ai pas parlé, c'est une fonction que j'ai pas du tout parlé. Je crée une butte, voilà, l'interface ressemble à ça, on peut faire ci, ça, différentes configurations. Alors je ne sais pas trop ce qui sont expliquées, le visuel de la butte, donc ça doit être une butte qui doit avoir une zone plate en haut, au sommet. Et donc on a sur toutes les fonctions du logiciel, donc si je vais sur une fonction complètement différente, par exemple, j'en sais rien, matériaux, paramétrage des matériaux, on va avoir, donc là c'est un petit peu plus technique, on va avoir une documentation relativement complète sur tout ça, et donc ça c'est accessible en ligne pour tout le monde. Et l'idée en fait qu'on a nous derrière sur pourquoi une documentation en ligne, c'est parce qu'on la met en jour, dès qu'on a un support, on la met à jour, et comme ça, elle s'enrichit au fur et à mesure pour tout le monde. Voilà. Dans les autres éléments, je n'ai pas trop parlé, c'est les licences, les tracings. Les licences, on a toujours tout par défaut. Il n'y a pas, on n'a que les routes, on n'a pas que le fer, on n'a pas que certaines méthodes de calcul. On a toujours tout ce que j'ai montré. Et ce qui va changer, c'est le nombre d'objets qu'on peut avoir dans le logiciel. Donc, on a une licence sans objet. On va être limité à 100 objets dans le logiciel. C'est quoi? C'est 7-8 routes. C'est une grosse zone industrielle, quoi. Une industrie, si on veut. Après, on a une licence 1000 objets. Donc 1000 objets, c'est à peu près ça. Hein. C'est un petit quartier, quoi. Je pense que je suis peut-être, je suis dans l'idée, je suis à 600 objets là, en tout et pour tout. Donc ça, on le connaît, par exemple, ici, 606 objets. On a le nombre d'objets qui sont plus. Après, on a la licence 10 000 objets et 100 000 objets et illimité. Bon, illimité, en fait, quand on dit illimité, dépend de la machine utilisateur. Par rapport à la machine, moi, ce que je conseille, c'est une machine, on va dire, standard du commerce, 700-800 €, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un PROS qui tourne,
parce que on va être plus agréable en temps de calcul, petite carte graphique si on veut un peu jouer sur la 3D, et un petit peu de mémoire si on veut faire des projets un peu intéressants. Après, on a un support qui est très actif, et on essaye maintenant de mettre beaucoup d'informations sur Internet. Donc on a commencé à essayer de créer une chaîne YouTube qui met des petits tutoriels. On a tout un tas de documents d'installation, de prise en main qui sont expliqués directement accessibles depuis Internet, chaîne YouTube, une procédure d'installation. On offre 2 types de licences. Une licence dongle, donc c'est un dongle qu'on met sur la machine, et des licences réseau. Donc les licences réseau, c'est qu'on met le dongle sur un ordinateur et on se connecte à cet ordinateur. Moi, voilà. Je vais juste, je parlais du web, je vais terminer sur un dernier petit point sur lequel on travaille pas mal. Nous, on pense en fait à Geomod que l'avenir, en fait, c'est les maquettes 3D et la visualisation directe des projets depuis Internet. Donc là, c'est en interne, hein, pour l'instant, c'est des futures évolutions en fait à venir sur lesquelles on travaille. L'idée, c'est que le client, en fait, on ait un lien Internet sur un serveur et que sur ce lien Internet, tout le monde puisse y avoir accès. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir visualiser directement son projet et ses cartes. Donc, bon, c'est une autre zone, hein, que tout à l'heure. Depuis un navigateur Internet. Bon, là, les bâtiments sont très transparents, etc. C'est plus une zone test. Je clique sur un bâtiment, je vais avoir les informations du bâtiment. Et donc là, l'idée, c'est de, en rendu, pouvoir donner un lien Internet avec la maquette complète et le projet complet pour visualiser les projets, les modèles de données, etc. Bon, c'est pas encore opérationnel, industrialisable pour un logiciel sur étagère. Hein. On a encore beaucoup trop de travail manuel à la main, des optimisations de performance à faire, etc. Mais voilà, on a une équipe qui travaille là-dessus